taillé d'un seul bloc au cœur du désert égyptien. C'est l'un des monuments les plus connus d'Égypte et pourtant, il a gardé tout son mystère. On en sait très peu à son sujet. Il n'existe aucune archive. Le sphinx est gigantesque et énigmatique. Quelque chose nous échappe. Des chercheurs tentent de mettre un nom sur ce visage et de résoudre l'une des énigmes de l'Égypte antique. Notre passé cache des secrets gravés dans l'or, la pierre et le sang. Ce sont autant de trésors qui nous permettent de déchiffrer les énigmes de l'histoire. Sur le plateau de Gizeh, près du Caire, le sphinx se dévoile dans toute sa splendeur. Une créature mythique, un corps de lion avec une tête d'homme. Avec ses 20 mètres de hauteur et 73,50 mètres de longueur, c'est le plus grand monolithe au monde. Il est aussi haut qu'un immeuble de 6 étages. Il protège l'entrée des pyramides. L'archéologue Melinda Hartwig cherche à percer son mystère. C'est impressionnant. On comprend pourquoi les voyageurs de toutes origines ont été captivés. Comment ne pas l'être? Depuis la fin du XVIIIe siècle, le sphinx attire des explorateurs. C'est l'une des sculptures monumentales les plus étudiées de l'Antiquité. Pourtant, il garde son secret. Il n'existe aucun texte contemporain de sa construction. Les Égyptiens ne le mentionnent pas. Les archéologues continuent à se demander qu'est-ce que c'est? Qui l'a construit? Des scientifiques sont déterminés à déchiffrer l'énigme du sphinx. Quand a-t-il été érigé? Pourquoi? Et à qui appartient ce visage? Chaque statue représentait quelqu'un. Ce pouvait être un anonyme, un roi ou une divinité. Est-ce un acte de dévotion de la part d'un fils pour la mémoire de son père? Il affirme au monde entier qu'il est l'héritier légitime en droit de gouverner. Est-ce une partie d'un projet bien plus vaste? Le but de toutes ces constructions était d'assurer la vie éternelle au pharaon. À quoi ressemblait l'édifice à l'origine? Si on se base sur les preuves existantes, il est clair que c'était un lion. Plusieurs théories s'affrontent. L'archéologue égyptien Guy Omar s'interroge sur les origines du sphinx. La statue n'a pas fini de révéler de précieux indices. Une découverte récente apporte un nouvel éclairage. Il s'agit des vestiges d'un mur antique. Au cours de nos fouilles, on a aperçu une partie du mur. Au début, on pensait qu'il était tout petit. On a continué à creuser et on a trouvé un mur gigantesque qui s'étendait du nord au sud. Comme les briques étaient en bon état, on a cru que c'était une construction moderne. Le chercheur constate que le mur encercle le sphinx et les temples en ruine qui lui font face. On voyait le sphinx comme le gardien des pyramides.
Mais cette découverte suggère que c'est lui qui est protégé. Ce mur va révéler une information importante. Sous le sable et la poussière accumulés depuis des siècles, des archéologues ont décelé un sceau royal qui porte le nom du pharaon Thoutmôsis IV. Thoutmôsis IV a régné sur l'Égypte au cours de la 18e dynastie, au début du 14e siècle avant notre ère. Connu pour ses projets architecturaux ambitieux, ce pharaon aurait-il pu être le créateur du Sphinx? Melinda Hartwig découvre un indice sur une immense stèle. Elle est stupéfiante. C'est la première fois que le Sphinx est mentionné quelque part. En haut de la stèle, il y a deux représentations de Thoutmôsis IV. Sur l'une, il apporte de l'encens au Sphinx et sur l'autre de l'eau. Le Sphinx est allongé sur son piédestal juste devant lui. Une légende est gravée sur la stèle. Elle commémore un événement marquant de la jeunesse du prince Thoutmôsis IV. Alors qu'il chasse, Thoutmôsis tombe sur le Sphinx, enseveli jusqu'au cou. Épuisé par la chaleur, le prince s'endort à l'ombre de l'immense statue. Le Sphinx lui apparaît alors en rêve. À l'époque, la sculpture était recouverte de sable. Dans le rêve, le Sphinx lui dit « Si tu enlèves le sable de mon corps, je te ferai roi. » Et c'est ce qui s'est produit. Thoutmôsis IV est devenu pharaon et il a commémoré l'événement sur la stèle. Thoutmôsis IV n'était pas destiné à devenir pharaon. Mais son frère aîné meurt subitement. Il monte alors sur le trône et annonce que le Sphinx a tenu parole. Thoutmôsis IV n'aurait donc pas fait construire le Sphinx. Quand il accède au pouvoir, la statue existe déjà depuis longtemps. Il l'aurait désensablée et fait ériger un mur pour la protéger. Sans Thoutmôsis IV, le Sphinx aurait pu être oublié. Les générations qui ont suivi l'ont vénéré, et il reste aujourd'hui l'un des monuments les plus visités au monde. Le culte du Sphinx prend de l'ampleur avec Thoutmôsis IV. À partir de cette époque, le Sphinx devient un lieu de pèlerinage. On venait de Memphis, la capitale, et de toute l'Égypte pour lui faire des offrandes. À cette époque, les Égyptiens appellent le Sphinx Harmakis, ce qui signifie Horus dans l'horizon. C'était un pèlerinage très populaire. Les gens qui venaient repartaient émerveillés par ce qu'ils avaient vu. Le Sphinx devient si célèbre que Toutankhamon, l'arrière-petit-fils de Thoutmôsis IV, construit un palais sur le site. Il y a 3400 ans, le Sphinx jouait un rôle crucial dans la société égyptienne. Mais une question subsiste. Qui l'a construit et pour quelles raisons? Très peu d'éléments subsistent pour percer son secret. Son créateur reste inconnu et on ne sait pas quand il a été érigé. Les experts doivent examiner le site à la recherche d'indices. Relier le Sphinx aux pyramides qui le dominent paraît évident. Elles ont été construites 1000 ans avant le règne de Thoutmôsis IV, vers 2500 avant notre ère. La
pyramide du pharaon Khéphren est située juste derrière le sphinx. La statue pourrait donc être son œuvre. Mais il est très difficile de le prouver. Aucun test scientifique pour dater la construction du sphinx n'est envisageable car il a été sculpté à même la roche. Des experts doutent que Khéphren ait pu le faire bâtir. Pour le géologue Colin Reeder, le sphinx a été construit avant les pyramides. Pour le prouver, il a examiné la composition de la roche des murs d'enceinte. J'ai été frappé de voir que l'érosion suit un processus particulier et qu'il n'y en a que sur les murs. Regardez ces formes arrondies. La roche est complètement bombée. On voit les démarcations. On remarque des sillons un peu partout. La pierre a une forme rebondie. Elle est lisse en haut et rugueuse en bas. Un seul phénomène a pu créer cela, un écoulement d'eau. Il y a des millénaires, cette région d'Égypte était bien plus humide. De fortes pluies s'accompagnaient souvent de crues subites. L'eau devait ensuite s'écouler quelque part. Le site est légèrement en pente. Le sol s'élève progressivement jusqu'aux pyramides. Quand il pleut beaucoup sur un plateau de roche comme celui-ci, l'eau se déverse jusqu'à l'enceinte du sphinx. Ces constats ne prouvent rien. Mais le géologue les associe à un autre indice un peu plus en amont du site. Les Égyptiens ont extrait des millions de blocs de pierre d'une carrière pour construire les pyramides. Aux yeux du géologue, la localisation de cette carrière fournit une information capitale. Au moment de la construction des pyramides, il y avait une énorme carrière juste derrière cette colline. L'eau qui s'écoulait du haut dans cette direction s'y déversait. Elle ne pouvait pas parvenir jusqu'au sphinx. Si les pyramides et la carrière dataient d'avant le sphinx, l'eau se serait répandue dans la carrière avant de pouvoir gagner les murs d'enceinte de la statue. Et la roche ne présenterait pas ces signes d'érosion. Pour le géologue, la conclusion est déroutante. Si le sphinx était déjà là au moment de l'exploitation de la carrière, l'eau ne serait jamais arrivée jusqu'à lui. Il n'y aurait pas ces caractéristiques d'érosion. Ces particularités ont dû se former avant l'extraction de la pierre. Pour moi, cela veut donc dire que le sphinx a dû être bâti avant les pyramides. Le sphinx a-t-il vraiment pu être édifié avant? Son existence aurait-elle poussé les pharaons à construire ici leurs pyramides à une époque ultérieure? Le sphinx pourrait donc avoir 4600 ans, peut-être plus encore. La théorie du géologue est controversée, mais il décide de poursuivre sa démonstration. Quand on regarde le sphinx d'ici, les proportions sont fausses. La tête est trop petite par rapport au reste du corps qui est allongé et assez grand. Il est impossible que les Égyptiens se soient trompés. C'étaient des tailleurs de pierre exceptionnels. Il doit nous manquer un élément. Le puzzle est incomplet. La réponse se trouve dans la pierre. Pendant longtemps, le sphinx était ensablé jusqu'au cou. À d'autres endroits de Gizeh, le sable protège la roche enterrée dessous. La tête a été exposée à des tempêtes de sable et aux effets du soleil. Elle devrait être plus abîmée que le corps. Et pourtant, on constate l'inverse. Il n'y a qu'une seule explication à cela. La tête a dû être resculptée. Elle a été retaillée à l'effigie d'un pharaon à une autre époque.
On arrive à la conclusion qu'à la base, ce n'était pas un sphinx. D'après le géologue, la construction du sphinx serait antérieure à celle des pyramides et il n'avait pas du tout cette physionomie. Il y a des milliers d'années, le climat était plus humide et il y avait beaucoup d'animaux sauvages. Le plus grand prédateur était le lion, animal vénéré par les Égyptiens. C'était un symbole puissant, car c'est une créature féroce, royale et fière. Tout comme le pharaon, il veille sur les siens. Il est effrayant avec ses énormes dents et ses griffes. Le trône des pharaons, ainsi que leur lit, était orné de chaque côté d'une tête de lion. Ramsès II avait des lions qui l'accompagnaient lors des batailles. Colin Reeder a découvert un lion gravé sur une stèle qui date de plusieurs décennies avant la construction des pyramides. Pour le chercheur, c'est un indice important. J'ai cherché des représentations anciennes de lions et je suis tombé sur celle-ci. Ça date d'avant les pyramides de Gizeh. C'est lié à un pharaon, car le nom de l'un d'eux est gravé dans la pierre. Si on compare le profil de ce lion à celui du sphinx, tout devient logique. Si on superpose les deux, ça coïncide. D'après moi, cette statue était un lion. Cette statue conservée au musée du Caire est le plus ancien sphinx égyptien. Elle est abîmée au niveau du cou et de la tête. Les oreilles du lion ont dû être découpées et la pierre a été refaçonnée pour représenter un visage humain. C'est ce qui a pu arriver au sphinx de Gizeh. Mais d'autres experts, comme l'égyptologue Peter Lacovara, sont en désaccord. Si le sphinx avait été sculpté plus tôt, on s'attendrait à voir des monuments d'anciens pharaons en lien avec lui, à trouver des preuves concernant le lieu d'habitation ou les outils des ouvriers. On n'a rien de tout ça. C'est impossible que ce soit une structure antérieure. Une chose est sûre, quelqu'un a ordonné la sculpture de cette tête humaine. Qui a cherché à être immortalisé de la sorte? Il s'agit forcément d'une personnalité riche et puissante, tout comme les commanditaires des pyramides. La pyramide qui se trouve derrière le sphinx a été commandée par le pharaon Khéphren. Il a également fait ériger les deux temples à proximité. La plupart des experts pensent en toute logique qu'il a fait tailler le sphinx. Le sphinx relie les temples aux pyramides édifiées par Khéphren. C'est un peu le gardien de ces monuments. Mais ça n'est pas une preuve. Le site abonde de temples et de tombeaux. Certains scientifiques sont d'un autre avis. Ils s'intéressent à celui qui a ordonné la construction d'une autre pyramide proche du sphinx, Khéops, le père de Khéphren. Ce pharaon, qui avait des idées de grandeur, est le premier à avoir érigé une pyramide à Gizeh. C'était un précurseur. On ne peut pas minimiser son héritage. Il a fait bâtir la plus grande pyramide d'Égypte dans le désert. Il a fallu une vingtaine d'années et 2 300 000 blocs de 2 tonnes pour construire cette pyramide de 147 mètres de haut.
À l'époque, c'était la plus haute structure du monde. Khéops s'est fait dresser le plus impressionnant des tombeaux. Il n'y avait jamais rien eu de tel. C'était une forme de propagande. Le pharaon affichait son pouvoir. Khéops avait déjà inscrit l'Égypte dans de grandes réalisations architecturales. Pourquoi ne pas faire graver son visage dans la pierre pour l'éternité? La construction de la Grande Pyramide a été longue et douloureuse. Si le Sphinx représentait le visage du pharaon, il pouvait surveiller son peuple pour l'éternité. Khéops aurait voulu laisser une trace dans le paysage, non seulement à travers la pyramide, mais aussi à travers le Sphinx. Un peu comme un dictateur qui se fait ériger une grande statue pour régner sur son peuple et sur son pays. Pour Melinda Hartwig, le Sphinx est l'œuvre de Khéops et non pas celle de son fils Khéphren. Elle cherche des preuves dans l'aménagement du site. La plupart des touristes arrivent par là. Le Sphinx est devant eux et la pyramide de Khéphren derrière. C'est la perspective qu'on a en venant du Caire. Mais à l'époque, les gens avaient un autre point de vue car ils arrivaient par le sud. Aujourd'hui, les touristes arrivent par le nord-est. Mais l'ancienne capitale Memphis était dans la direction opposée. Du temps de Khéops, l'angle d'approche était donc différent. Les visiteurs affluaient de Memphis depuis le sud. Voilà la vue qui s'offrait à eux. Le Sphinx de profil et la pyramide de Khéops, mais pas celle de Khéphren. On a donc l'impression de voir l'espace en deux dimensions, ce qui comptait beaucoup pour les Égyptiens. Les Égyptiens apprécient les profils dans les sculptures et les gravures. Certaines œuvres sont même conçues pour être regardées de profil. Si on regarde ce paysage de leur point de vue, le Sphinx semble garder le tombeau de Khéops. Melinda Hartwig s'intéresse alors au monument funéraire de Khéphren, le fils de Khéops, à qui on attribue souvent la construction du Sphinx. La pyramide de Khéphren est située juste derrière le Sphinx. L'égyptologue trouve un indice dans la disposition de la chaussée qui relie la pyramide au temple. Voici la chaussée funéraire. Le corps du pharaon a emprunté ce passage avant d'être enterré dans la pyramide. Mais quand on examine sa position, quelque chose ne va pas. La chaussée devrait passer par là, juste devant moi, puis se diriger vers l'est. Mais au lieu de ça, elle bifurque sur la droite. Traditionnellement, la chaussée qui mène à la pyramide d'un pharaon va tout droit vers l'est. Or, celle-ci est différente. Elle fait un angle et semble contourner le Sphinx. Elle vire sur la droite pour éviter quelque chose. Il s'agit du Sphinx. Le Sphinx était donc là avant Khéphren. Si c'est le cas, le Sphinx pourrait avoir été bâti par Khéops. Melinda Hartwig quitte le plateau de Gizeh pour confirmer sa théorie. Elle se rend dans le seul endroit au monde où on trouve une similarité entre le Sphinx et Khéops. Le musée du Caire. Comparons ce visage à celui du Sphinx. Khéops a un visage assez plat, les oreilles en avant et des yeux bien enfoncés. Ce sont les mêmes caractéristiques que la tête du Sphinx. Il paraît donc logique que la statue représente Khéops. Il semble y avoir une ressemblance entre les deux. De plus, Khéphren est habituellement représenté avec une barbe de cérémonie.
Mais le sphinx n'en a pas, et la statue de Khéops non plus. Cette sculpture fait moins de 10 cm de haut. Il nous faudrait plus que cette petite statue pour être sûr de ce qu'on avance. Elle est minuscule comparée au sphinx. On manque tellement de preuves qu'on ne peut pas être certain de quel visage il s'agit. Le sphinx a pu être construit par l'un des pharaons qui a fait ériger les pyramides. Il peut s'agir de Khéops qui a fait bâtir la grande pyramide avec une ambition inégalée. Ou de son fils Khéphren, dont la pyramide est juste à côté. Mais un autre membre de la famille pourrait en être à l'origine. Khéops avait un autre fils qui a été pharaon avant Khéphren. Il s'appelait Djedefrê. Pendant longtemps, les experts ont pensé qu'il ne pouvait être le commanditaire du Sphinx car il aurait été banni par la famille. D'après la légende, Djedefrê aurait tué son frère Khawap Ier pour s'emparer du trône. Le meurtre aurait créé un conflit au sein de la famille. Comment alors lui prêter la construction du Sphinx ? Une découverte importante sur le plateau de Gizeh apporte un nouvel élément de réponse. Voici la barque solaire de Khéops, l'un des navires les mieux préservés de l'Antiquité. Pour l'égyptologue Salima Ikram, Djedefrê pourrait être considéré comme le constructeur du Sphinx grâce à cette barque. C'est l'un des plus incroyables objets anciens retrouvés en Égypte. Il a été utilisé par Khéops de son vivant. On le voit ici dans toute sa splendeur, mais on l'a retrouvé en pièces détachées dans une fosse près de la pyramide de Khéops. Khéops devait s'asseoir au centre, entouré d'hommes qui ramaient. À sa mort, la barque a été démontée et toutes les pièces ont été transportées sur le plateau de Gizeh et enterrées avec lui. Des offrandes funéraires de ce type étaient essentielles. Les Égyptiens pensaient qu'à sa mort, le pharaon devait être transporté en barque vers l'au-delà pour préserver l'avenir de leur pays. Pour les Égyptiens, le soleil traverse le ciel avec le pharaon dans une barque pendant la journée. La nuit, l'astre et le navire entament un périple souterrain contre les forces du chaos et les démons. Puis le jour renaît. C'est un cycle continuel. Cette barque était indispensable car elle assurait le lever et le coucher du soleil, la continuité du cosmos et la survie de l'Égypte. Cette barque solaire était l'œuvre de Khéops. Salima Ikram s'aventure dans la fosse où elle a été retrouvée. On a toujours pensé que Khéops avait fait bâtir ce navire lui-même. Mais dans cette fosse, on trouve le nom de son fils, Djedefrê, sur 2 cartouches, ici et là. Khéops n'en serait donc pas à l'origine. Djedefrê l'aurait fait construire pour son père et cela change sa légitimité. Cela prouverait que Djedefrê était proche de son père Khéops et qu'il a joué un rôle crucial lors de ses funérailles à Gizeh. Djedefrê serait un fils dévoué. En rendant hommage à Khéops avec autant d'extravagance, il montre sa loyauté et renforce ses ambitions. Déterminé à honorer la mémoire de son père, Djedefrê aurait-il pu faire édifier le Sphinx à l'effigie de Khéops? C'est possible. Il a mené d'autres grands travaux à Gizeh. Il a notamment fait construire la fosse qui contenait la barque solaire de son père, Khéops. À travers ce genre d'initiative, il cherchait une légitimité.
4 théories différentes s'affrontent. Le sphinx a-t-il été sculpté avant les pyramides et avait-il une tête de lion? Est-ce l'œuvre du pharaon Képhren, de son père Khéops ou de Djedofré, le fils aîné de Khéops? Les scientifiques doivent chercher d'autres preuves dans la roche du plateau de Gizeh et les monuments qui entourent le site. L'enquête se poursuit. Le sphinx était-il un lion à l'origine? Est-ce la création du pharaon Khéops? Djedofré, le fils de Khéops, a-t-il fait sculpter le sphinx pour asseoir son pouvoir? Ou bien est-ce l'idée du jeune fils de Khéops, Képhren, dont la pyramide s'érige juste derrière le sphinx? Le professeur Peter Lacovara décide d'examiner la chaussée montante de Képhren. Elle passe juste à côté du sphinx et remonte légèrement jusqu'à la pyramide de Képhren. Voici la chaussée qui relie la pyramide au temple. Le chercheur trouve une preuve importante laissée par les ouvriers de Képhren. Une ouverture a été bouchée par ces blocs plus récents. Il y avait probablement un fossé d'écoulement qui permettait à l'eau de se déverser depuis la chaussée dans ce creux où se trouvait la carrière. Cette zone aurait été inondée en cas de forte pluie. Le fossé d'évacuation avait pour but d'éviter que la chaussée soit inondée. L'eau de pluie pouvait s'écouler dans la zone où se trouve le sphinx. Pour le chercheur, c'est une preuve que le sphinx n'existait pas avant Képhren. Si le sphinx avait été bâti par Khéops, on n'aurait pas ensuite décidé d'inonder cette zone. Il n'y aurait aucune raison de laisser l'eau se déverser sur ce monument. Pour moi, c'est une preuve que le sphinx a été construit par Képhren vers la fin de son règne. Si le professeur a raison, quand Képhren accède au pouvoir, cette zone est une fosse qui sert à recueillir l'eau de pluie et le sphinx n'a pas encore été sculpté. Mais le scientifique manque de preuves. Il n'y a aucune trace écrite. C'est une époque tellement lointaine. On n'a aucune archive ni inscription. Rien n'a survécu. Rien ne nous indique à quelle période il a été édifié et par qui. Contrairement aux pyramides, le sphinx n'a pas été construit à partir de blocs de pierre transportés jusqu'au site. Il a été taillé dans le roc. Peter Lacovara revient au point de départ. Si le sphinx a été sculpté à partir d'une énorme roche dans une carrière, il veut analyser comment il a été conçu. Il découvre un indice figé dans la pierre. À l'origine, la zone à proximité du sphinx devait ressembler à ça. Le temps semble s'être arrêté. On arrive bien à imaginer comment des centaines d'ouvriers alignés martelaient la pierre. Les uns à côté des autres, ils brisaient la roche. Ils creusaient des sillons pour détacher des blocs et les transporter ensuite pour bâtir les pyramides et les temples de Gizeh. Des milliers de tonnes de roches ont été prélevées dans le sol pour construire le sphinx. La roche ainsi creusée a ensuite été sculptée à l'effigie d'un sphinx. Une preuve essentielle liée à la composition de la pierre se cache sous la surface du colosse. Le calcaire est formé de différentes couches.
Certaines sont plus molles que d'autres et ont plus souffert de l'érosion que les strates au-dessus ou en dessous. Ces motifs caractéristiques se retrouvent sur les murs de la carrière. Peter Lacovara a mis en évidence l'existence de calcaire. Il y a des millions d'années, le plateau de Gizeh était sous la mer. Les débris de milliards d'organismes marins se sont accumulés au fond de l'océan pour former, couche après couche, la roche qu'on voit aujourd'hui. Certaines couches sont plus dures et résistent mieux au temps que d'autres. Il y a donc un effritement caractéristique du sphinx. Lorsqu'il s'approche du temple construit par Khéphren, Peter Lacovara constate la même disposition de roches tendres et dures. Les rainures des murs du temple et celles du sphinx sont identiques. Regardez ces motifs d'usure. Cette couche tendre se retrouve sur ce bloc et celui d'à côté. Ces signes d'effritement sont un peu comme des empreintes. Ils nous indiquent la provenance de la pierre. Ils coïncident parfaitement avec la roche du corps du sphinx. Si la roche qui était autour du sphinx a servi à construire les temples de Khéphren, le sphinx a dû être sculpté après ces temples. Pour moi, Khéphren a forcément bâti le sphinx. Tous les éléments nous l'indiquent. Les autres hypothèses ne tiennent pas la route. C'est une conclusion logique, la seule qui paraît cohérente. Si la théorie du chercheur est fondée, Khéphren a bien fait bâtir le sphinx et ce n'est ni l'œuvre de son père Khéops, ni celle de son frère Djedefre. Cela écarte la thèse du géologue Colin Reeder pour qui le sphinx était à la base un lion sculpté bien avant l'époque de Khéphren. Le visage du sphinx serait donc bien celui de Khéphren. Mais une question subsiste. Pourquoi Khéphren a-t-il fait construire cette statue ? Le sphinx de Gizeh est le plus grand monolithe au monde. Il aurait été taillé il y a environ 4500 ans, sous le règne de Khéphren. Qu'est-ce qui a poussé ce pharaon à ériger cette sculpture monumentale? L'égyptologue Zahi Hawass vient d'exhumer un tombeau près du sphinx. C'est une découverte récente. Apparemment, c'est un cimetière dédié aux prêtres de Khéphren. On ne s'attendait pas à trouver ça. Le pharaon Khéphren meurt après 25 ans de règne vers 2494 avant notre ère. Ce tombeau prouve qu'on lui a voué ensuite un culte funéraire. Il ne faut surtout pas être oublié dans l'Égypte ancienne. On établit un culte et la population apporte du pain, de la bière, du vin, des offrandes capitales pour un pharaon. Voici le tombeau des prêtres de Khéphren. Leur mission était de perpétuer son nom après sa mort grâce à des rituels religieux et à des offrandes. C'est une découverte essentielle. Pour la première fois, ce cimetière montre les personnes impliquées dans le culte de Khéphren et du sphinx. Le culte de Khéphren s'est poursuivi jusqu'à la fin de l'Ancien Empire égyptien. Le culte de Khéphren a perduré. Durant des siècles, des prêtres ont veillé sur les temples du pharaon.
Pourquoi la mémoire de Khéphren a survécu plusieurs siècles après sa mort? La réponse se trouve dans la statue colossale et le temple situé devant. L'architecture de ce temple est intéressante. On n'a jamais vu ce type de structure auparavant. Il s'agit d'un temple supplémentaire. Que fait-il là? Il doit avoir un lien avec le sphinx qui surgit derrière. Les archéologues le dénomment le temple du sphinx. Construit par le pharaon Khéphren, c'est le seul temple de ce genre en Égypte. Voici les ruines d'énormes piliers. Des statues immenses de Khéphren étaient installées devant eux. Il devait y en avoir une ici, une autre là, une par ici, une autre par là, une autre là-bas, encore une. Il devait y en avoir 12 au total. Peter Lacovara établit la position de 24 piliers et 12 statues de Khéphren. Pour lui, une chose est sûre, le pharaon et son peuple vouaient un culte au soleil. À cette époque, le dieu du soleil est de plus en plus important dans la religion égyptienne. Le symbolisme solaire de ce temple est évident. On le voit au nombre de statues qui représentent les heures d'une journée. Voici l'énigme du sphinx révélé. Ce n'est pas seulement un monolithe taillé dans un plateau rocheux, c'est aussi une sculpture cosmique. Les emplacements du temple de Khéphren, du sphinx et de la pyramide semblent avoir une signification religieuse précise. Au moment des équinoxes de printemps et d'automne, les deux périodes de l'année où le jour et la nuit ont une durée égale, les ombres du sphinx, du temple et de la pyramide sont parfaitement alignées au lever et au coucher du soleil. Pendant l'équinoxe, on voit le soleil s'élever ici. Il y a une niche pour une statue dans l'axe central du temple. Sur le mur opposé, il existe une autre niche, également sur l'axe central. Ces deux statues devaient être éclairées pendant l'équinoxe. Le soleil illuminait d'abord une statue et lui donnait vie, puis, au fur et à mesure de sa trajectoire dans le ciel, la statue s'assombrissait, alors que l'autre statue s'illuminait à son tour. C'était le symbole d'un cycle éternel de mort et de renaissance. À ces moments précis de l'année, le soleil passe au-dessus du temple, descend derrière le sphinx pour mourir à la base de la pyramide de Khéphren. Le sphinx est un symbole du pharaon qui présente des offrandes au dieu du soleil. C'est une représentation gigantesque de Khéphren qui offre son temple au dieu. Pourquoi avoir choisi un corps de lion? L'animal symbolise le pharaon et le soleil. Les deux pouvoirs qui régissent l'Égypte se trouvent réunis. Les Égyptiens respectaient beaucoup la nature. Le lion est de couleur jaune, comme le soleil. Il a une énorme crinière qui rappelle l'astre et ses rayons. Le fauve est surtout actif à l'aube. C'est le moment où il chasse et il aime se prélasser au soleil. Tous ces éléments font de lui le symbole du soleil et du dieu soleil. Un homme a fait graver son visage dans la pierre. Mais la signification du sphinx est bien plus symbolique. Le positionnement de chaque pierre et l'alignement du sphinx avec le temple et les pyramides ont été pensés avec beaucoup d'ingéniosité. Pour Peter Lacovara, Khéphren voulait ainsi accéder à l'immortalité.
L'objectif de ces constructions était d'assurer la vie éternelle au pharaon Khéphren. Elles garantissent la résurrection du pharaon qui trouve sa place dans un cycle éternel. Bien après que son monde ait disparu, l'immortalité de Khéphren est effectivement assurée. Car aujourd'hui, 4500 ans plus tard, nous pouvons toujours contempler avec émerveillement le visage du pharaon. Tout de suite, Hélène et les animaux. Une jeune élève qui rêve de devenir éleveuse, Hélène rencontre la relève. 16h45, Belle et rebelle. Ici, dans la savane, on est femelle, on ne le devient pas. Petite leçon de féminisme, sauvage. Tout de suite, Hélène et les animaux. 16h45, Belle et rebelle. Pour trouver l'amour en ligne, il faut d'abord trouver le bon site de rencontre. Sur eDarling, je suis certaine de rencontrer des personnes qui, comme moi, souhaitent construire une relation durable et épanouie. eDarling.fr. Exigez des rencontres de qualité. Alors avec Comme J'aime, j'ai perdu 15 kilos. Je suis passée de la taille 48 à la taille 40. J'ai changé ma garde-robe, j'ai recommencé à aller à la piscine, j'ai changé de couleur de cheveux. J'ai vraiment jamais eu l'impression de faire un régime. Comme J'aime est un programme minceur. Des petits plats cuisinés, tout prêts, équilibrés, livrés à domicile. On perd vite. On sait que ça marche. Alors nous vous proposons de tester une semaine sans payer. Appelez le 0809 106 105. 0809 106 105. Budapest, Hôtel Balázs. Sophie participe aux animations pour enfants. C'est à cet instant qu'elle décide de devenir magicienne. Comment le savons-nous? Parce que nous savons tout sur les hôtels. Un hôtel? Trivago. Vous avez envie de gagner un robot? Des robots de toutes les couleurs? Un téléviseur? Des téléviseurs? Un vélo? Un scooter? Une voiture? Alors vite, allez sur franceabo.fr. C'est fou tout ce qu'on peut gagner sur France Abo. Et en plus, en ce moment, 300 000 € à gagner. Profitez des soldes sur balsamique.fr, le site de mode pour toutes les morphos. Balsamique.fr, la mode en ligne avec les femmes. Apprendre une langue avec Babbel, c'est comme partir en voyage. Où vous voulez et quand vous voulez. Facile et amusant, Babbel vous ouvre de nouveaux horizons. Un voyage vers de nouvelles cultures et de nouvelles aventures. Alors qu'attendez-vous? Téléchargez dès maintenant l'application Babbel ou rendez-vous directement sur babbel.com. Antoine de Maximi a un rêve. I want to meet movie stars. Oh, movie star? Le road movie s'impose. What do you do? Enjoy the damn hearse. We don't like this kind of life here. Mais l'Amérique sera-t-elle à la hauteur? Bon, là, je suis dans la propriété de George Clooney. Non, you get to leave. En tout cas, on attend le happy end. Maybe you'll be a star. I don't think so. J'irai dormir à Hollywood, le long métrage qui passe à la télé, demain à 20h40 sur France 5. Fondée au VIe siècle, Venise est devenue une ville puissante durant le Moyen-Âge et la Renaissance, étendant son pouvoir de la Méditerranée au nord des Alpes et tirant sa richesse du négoce. Fin navigateur et stratège éclairé,
Les Vénitiens se sont donc construits une ville à leur image, fastueuse avec de magnifiques monuments, des grandes maisons qui leur servent d'entrepôts et des rues qui sont des voies de navigation et servent au transport des marchandises. L'ancien marécage est alors devenu une forêt de palais, de style byzantin pour les plus anciens et gothique, Renaissance ou baroque pour les plus récents. On y circule en bateau ou à pied, et pas moins de 455 ponts relient les différentes parties de la cité qui est entièrement construite sur les poteaux de bois enfoncés dans la lagune. Les magnifiques palais vénitiens sont donc construits sur pilotis. Plusieurs milliers pour les demeures les plus grandes. Aujourd'hui, la ville historique compte 60 000 habitants. Symbole de la puissance